Bienvenue dans À ceux qui osent, le podcast aux conversations pépites et chaleureuses. Moi c'est Aubin, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je vais à la rencontre de gens qui ont eu l'audace et le courage d'oser. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Ganji Mutiri. Il est comédien, auteur, photographe, poète et réalisateur. Il peaufine actuellement son premier long métrage, Joua, un drame subtil et touchant racontant l'histoire d'un fils et de sa mère qui se retrouvent et se redécouvrent après des années, loin l'un de l'autre. Dans cet épisode, on discute de son enfance en RDC, de son arrivée en Belgique à 15 ans, on discute de l'écriture comme échappatoire et remède dans l'exil, on parle d'équilibre, d'inspiration, d'hyperproductivité et même de dépression. On discute de l'importance de la représentation des minorités sur les écrans et des clés pour devenir un excellent réalisateur. On parle des projets futurs et des rêves à accomplir, de l'adrénaline que représente le fait d'oser. Et puis on jase beaucoup. Je pouvais pas rêver mieux comme dernière conversation pour clôturer cette belle saison des À ceux qui osent. J'avais l'impression de parler à un grand frère, à tel point qu'on a prolongé le podcast d'une 40aine de minutes et que le temps d'un instant, je me suis même surpris à devenir l'invité de ma propre émission. Je vous en dis pas plus, je me suis cru en thérapie. En somme, il s'agit d'un épisode profond et bienveillant, rempli de questionnements mais avec une direction bien marquée, finalement à l'image de notre invité. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et à la chaîne YouTube Aubin Zagira. Subscribez également à la page Insta À ceux qui osent pour retrouver toutes les exclus, making-of et pour être au courant des dernières sorties. Surtout, likez et lâchez un commentaire sous l'épisode, ça ne vous coûte presque rien, mais ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Quel plaisir d'être avec toi là. Hein, plaisir partagé. Ganji. C'est ouf parce que, voilà, je vais le dire pour nos chers auditeurs, ils vont pas du tout cerner ce moment, mais j'ai eu la chance, le plaisir, hors antenne, de visionner un bout de son long métrage qui va sortir. On espère. Prochainement. Ouais. Qui m'a réellement touché, chamboulé, extasié. J'ai senti énormément de fierté, c'est ce que je lui disais, de voir des gens qui nous ressemblent à l'écran, et une histoire belle, et une direction artistique incroyable, et bientôt, une bande-son. Yes. Hein, parce que vraiment, merci. j'ai eu le produit. Ah, mais quel plaisir, tu vois, je pourrais dire. Imagine ce film, voilà, il gagne moult prix, et ben, j'aurai l'occasion de dire aux gens ah, mais moi, j'ai reçu son réal, et on a partagé un petit thé ensemble. Merci déjà pour tout ça. Tout ça. S'il sort et que ça touche la majorité des gens, c'est le meilleur prix. C'est déjà ça. Yes. Mon bon Ganji, ce serait une bonne chose que je te présente au monde un petit peu, non? Hein? Ganji, il est comédien, il est réalisateur, il est auteur, il est photographe et il est même poète à ses heures perdues. Tant de titres, de cordes à son arc, comme on pourrait le dire. C'est ouf, c'est beau. Comment tu vas en ce moment-là? Aujourd'hui, je vais bien. Ouais. Je suis un peu plus reposé que le week-end passé, enfin le week-end qui vient de se terminer. Donc je vais bien. Et toi, comment tu vas? Ça va. Mon bon Robin. Ouais, c'est vrai que j'adore dire ça, tu vois. Toi aussi, tu l'as entendu. J'ai entendu, c'est pour ça que je te la ressors. Bah écoute, ouais, j'ai enchaîné de grosses journées, un gros week-end, comme je te disais, hors antenne et tout. Et j'avais hâte de pouvoir m'asseoir avec toi et, tu vois, débriefer sur la vie, de manière générale. Et donc, j'ai envie de commencer cet entretien, cette petite interview, cette conversation avec une première question. Mais t'as grandi au Congo, dans la région des Grands Lacs, jusqu'à tes 15 ans, tu m'as dit. Oui. Et ensuite, t'es venu ouais. Ici en Belgique. À Bruxelles d'ailleurs Oui, à Bruxelles. Okay. D'abord à Bruxelles. Maintenant, je vis en Flandre. Okay. Mais je travaille beaucoup à Bruxelles. C'était quoi ton enfance? Qu'est-ce qui t'a amené en Belgique? Mais avant ça, c'est quoi ton parcours, mon bon Ganji? Dis-moi. Je vais le résumer parce que j'ai envie qu'on parle de plein de choses en très peu de temps. Ouais. Alors, né à Bukavu, à l'est
du Congo, dans la région des Grands Lacs, comme on l'a dit tout à l'heure, en 1980, un mois de mai, un dimanche apparemment. Ouais. Et donc jusqu'à mes 14 ans, j'ai une enfance, on va dire, plutôt heureuse. Je suis le troisième de la famille. La famille, ça se portait bien à ce moment-là, donc je suis pas né dans les mêmes galères que mes aînés. Donc enfance plutôt, enfin heureuse même. Puis à 14 ans, on va s'installer à Kinshasa. Ouais. Sans m'en rendre compte, ça apporte ce côté où, en fait, j'ai plus les mêmes amis et je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je commence à être plus solitaire. Parce qu'il y a ce truc parfois que je retrouve chez les personnes qui ont dû changer d'école. Souvent, ça crée autre chose. Soit donc une année à Kinshasa, et puis avant que la guerre ne commence, crise politique, chasse aux sorcières, on essaye de zigouiller mon père, ce qui nous précipite dans l'exil forcé. Et c'est comme ça que je quitte le Congo et j'arrive en Belgique en 1996. Okay. Fin 96, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà. Et donc, on passe... Bon, tu me demandais comment est-ce que j'avais grandi. Donc, il y a un peu cette enfance insouciante à, en fait, réfugié, demande d'asile, puis un moment sans papier, puis réfugié reconnu. Et puis, voilà, maintenant, j'ai la nationalité belge. Et c'était intéressant pour, je pense, les choses qui m'animent et les choses qui me font peur, de passer d'une enfance où j'ai tout, à un moment tout perdre, et puis ensuite voir comment aussi mes parents et la famille reconstruisent les choses. Et donc, je fais mon secondaire à l'Institut Saint-Stanislas, près de Mérode, là, à Bruxelles. On n'était pas loin. Moi aussi, j'étais pas loin de Montgomery, Etterbeek, tout ça. Mais pas le même. C'était où? Pas la même classe sociale, on va dire. C'était où? Moi, j'étais à Saint-Michel. Ah oui, ok, yeah, all right. C'est pour ça que je comprends que des personnes comme toi, Edson, aient fait du théâtre en secondaire. Je me dis, mais où est-ce qu'on fait du théâtre en secondaire? Ouais. Voilà. Ouais, t'as tout compris. Ok, mais bien, écoute, Sartek comme ça. Donc, Saint-Stan, fin secondaire. Saint-Stan, fin secondaire. Après, on me laisse, est-ce que je peux dire ça? J'aime pas être dans une position un peu de victime, mais bon, à l'époque, c'était ça quand même. C'est non, en fait, tu fais sciences éco, machin, apparemment, t'es bon en économie et tout. Et donc, je me retrouve à l'ICHEC, pas trop loin, là, à Montgomery d'abord, en première en sciences commerciales. Et puis en deuxième, on est au manoir d'Anjou, un peu plus loin, je sais plus. D'accord. Voilà, il faut prendre le bus 36, aller vers Woluwe Saint-Lambert, Saint-Pierre. Anyway. Et puis je commence à galérer en deuxième année de sciences commerciales à l'ICHEC. Mais je me dis, il faut que je finisse, parce que j'ai parfois des fixations comme ça. Je me disais, moi, en fait, j'ai perdu 1 an dans l'exil, durant l'exil où j'étudiais pas. J'étais pas en secondaire. J'avais pas encore repris les cours. J'avais une fixation à 24 ans, j'ai un diplôme et je suis en train de bosser. Ouais. Et donc, je passe à l'EFEC. Je finis en commerce extérieur. Je travaille ensuite 2 ans chez Coca-Cola dans le département sécurité informatique. Même si en arrivant, on pensait que je venais faire la sécu. Et j'ai dit non, c'est le département IT en fait. Je ne suis pas là pour la sécurité. Et ensuite, département commerce international chez Fortis. À l'époque, c'était Fortis, puis BNP Paribas Fortis. Et comme je te disais un peu plus tôt, en juin, enfin pour faire simple, en juin 2010, je démissionne de Fortis parce que ça fait... En un coup. Ouais. T'as un boulot de... T'as le classique, on va dire, 9 to 5, métro, boulot, dodo. Ouais. Ça te nourrit plus. Ça me nourrit plus, même si entre-temps, voilà, CDI, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une voiture, il y a tout ça. Il y a ce confort, on va dire, financier, mais le mal-être est grandi, en fait, en soi. Cette impression que je me trompe de parcours, je ne suis pas en train de faire ce que je dois faire de ma vie et tout. Une petite dépression, une plus grande dépression. Et en fait, parfois, on me dit, oui, c'était courageux de quitter la banque. Je dis, mais en fait, non, j'ai essayé plusieurs options. Et puis finalement, j'ai dû démissionner parce que je me sentais plus bien. C'est comme si, en t'entendant parler, tu vois, je me dis, tu étais en train de te noyer et tu as décidé de remonter à la surface, quoi. Ouais.
Et les gens appellent ça avoir du courage parce qu'ils se disent t'as quitté ta sécurité financière, mais en même temps on te dit mais non, c'était une question de vie ou de mort. Ouais, instinct de survie en fait. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette métaphore. C'est ok, je vais d'abord remonter à la surface et prendre l'air, et je ne sais pas encore qu'en fait, oui, je vais ensuite devenir photographe professionnel et puis toutes les autres activités. Et donc voilà, depuis 2010, je suis dans l'artistique, comme tu l'as présenté. Résumé, c'est bien, non? Ouais, je t'ai résumé de manière très sobre. Mais t'inquiète que je vais te faire une intro, mec. Après, t'en fais pas. En post-prod? En post-prod, je vais te faire une intro. Mais c'est fou parce que je me disais, en retraçant un petit peu ton parcours, je me dis, tu as vécu une cassure, tu vois, dans ton parcours, entre l'enfance, ton adolescence et toi en tant que jeune adulte. Et une série de... Tu sais, ton environnement t'impacte. Hein, comme tu dis, si beau, si bien, t'as connu un environnement sain, insouciant, crédule même, tu vois, doux. Et puis t'as connu un bout de guerre, exil. La vie m'a giflé, quoi. Réveille-toi. La vie t'a taclé même. Ouais. Et je me dis, quand je me mets un peu dans tes pompes, je me dis, mais ça ne peut que t'impacter. Et toi, tu te mets à gratter, tu me dis. Ouais, l'écriture, comme je disais tantôt, le remède, un des premiers remèdes pour lutter contre le mal qui vient avec l'exil, c'était ça, c'est gratter. Puis ensuite, en seconde... Est-ce que je balance des blazes? Mais balance-moi. Quoique, balance-moi si les personnes... Non, il est plutôt bien. Je pense que il va être content. Le fait en secondaire de tomber amoureux et d'avoir envie d'écrire des poèmes fait que je passe de l'écriture, on va dire, brute comme ça, ou exutoire, à une recherche du beau. Des rimes un peu compliquées, mais qui, quand on met ensemble, tu te dis tu es touché, quoi. Donc je passe à la poésie en tant que telle. En fait, attends, je vais paraphraser, tu voulais juste choper, et alors tu t'es dit mais attends, si j'agence mes mots de cette manière, ça pourrait plaire davantage. Ça touche, c'est beau. Ça donne envie qu'on me donne une chance. Donc voilà, et là je passe à l'écriture, l'écriture poétique. Ouais. Il y a toujours un peu de la thérapie jusqu'à ce qu'on me fasse réaliser qu'en fait, il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient bien partager par l'écrit. Parce que écrire sous un pseudo, on peut parfois dire plus de choses que si c'est vraiment Aubin qui s'exprime. On sait qui est Aubin. Et c'est pour ça que je lance en 2009, donc... un an avant de quitter la banque, je lance le site l'artd'êtrehumain.net de partage de poésie. Encouragé aussi par le fait qu'un de mes collègues chez Fortis, qui s'appelle, son pseudo c'est Oligo, mais Alain, si tu nous écoutes, je te salue. Ouais. Big up à toi. Big up à toi. Ouais, qui est sur le site, c'est le poète le plus... celui qui a la meilleure performance en termes de poèmes. Ouais. Non, le plus lu. En fait, pour la lecture, ce qui était intéressant, c'est que il y avait un poème en première page tous les jours. Donc chacun avait l'occasion, si tu m'envoies un poème, je vais le mettre en première page. Donc tu auras le même niveau de lecture. Enfin, les mêmes personnes vont lire ton poème. Mais si toi, tu m'envoies 10 poèmes par an et que Oligo est celui qui a le plus de poèmes sur le site, moi, je suis en deuxième position. Sur ton propre site. Voilà, on est à 1000 et quelques. Je crois Oligo, il doit avoir 1300 poèmes. Ça, c'est de 2009 à 2019. Je crois qu'il a 1000 et quelques, moi aussi, à peu près. Et donc, j'ai épluché le site et je me disais, mais qu'est-ce que tu as été prolifique. Mais ça me soignait. C'est ça aussi. Ça me soignait, ça peut plaire et tout. Mais il y avait cette chose de... j'aime bien. C'est bien quand tu parles dans ton mic là, super bien, comme ça, c'est bien. Super suave. D'accord. Tu vois, tu le sens un petit peu dans le retenson. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Et donc il y avait cette idée je me répétais, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Et donc je me dis ok, la partie thérapeutique c'est bien, et puis il y a des choses que j'ai envie de partager, il faut que j'apprenne à mieux les raconter et tout. Et voilà, et au départ non seulement j'écrivais sur mon vrai prénom, Ngenji, puis il y avait des pseudos, par exemple tout ce qui était un peu poème érotique, je l'assumais pas, je mettais des pseudos. Attends, balance-moi tes pseudos, s'il te plaît. Un des pseudos... Ouais, je vais l'assumer. Je suis à la phase j'assume maintenant. Vas-y. Plume, c'est un des pseudos. C'était plutôt les poèmes. Tu te moques. J'imagine tous les gens qui vont écouter et se dire
Donc, du coup, l'art d'être humain, Plume. Donc, il y avait, voilà, j'en balance qu'un. Il y avait Plume et puis il y avait un autre pseudo. Puis ensuite, enfin, j'ai commencé à tout partager sous mon prénom. Et de là, les scènes ouvertes de slam. Je me suis jamais vraiment considéré comme slammer. Mais il y avait ce besoin très encouragé par des rencontres, notamment Picho, les artistes que j'ai rencontrés sur son projet Héritage Congo, Badi, Senso, Nina Miskina et tout. Il y a voilà, on commence à passer sur scène avec le micro et je porte mes textes. Je répète souvent que un de mes premiers profs d'art dramatique, c'est Jacques Brel, parce que voilà, un micro, un texte, il habite et voilà, et une scène, un public ou pas. Et puis voilà, et il fait son truc. Et de là, comme ça, je te fais direct le lien, le jeu d'acteur en fait. À un moment, je me dis, OK, j'ai envie aussi de partager quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre de regarder les mots que j'utilise, mais de faire sentir quelque chose. Et voilà, le jeu d'acteur, le théâtre, et puis... c'est marrant parce que, voilà, en dressant ton parcours, parce que il y a peut-être une chose que tu n'as pas mentionnée, mais c'est la photographie, sans doute. Où la photo. Tu veux que je rebondisse dessus direct? Mais direct, en 2 mots, parce que moi, ça me fascine, tu vois. En fait, ce qui réunit le tout, là maintenant je peux le résumer parce qu'avant on me disait oui mais attends, il faut choisir, tu es photographe, tu es poète, tu es machin, c'est storytelling. Je veux raconter des histoires qui me manquent en fait, comme dirait Toni Morrison, si un livre te manque, écris-le. Et moi il y a ça en fait, c'est à des moments, certaines images me manquent, j'ai un appareil photo, je vais aller à la recherche des images qui me manquent et je fais ces photos là. Et j'ai des moments où ça m'intéresse pas de prendre des photos. J'ai juste envie de jouer. Puis il y a des moments où ça m'intéresse plus de jouer. J'ai envie de travailler, voilà, d'écrire. Et puis ensuite, tiens, ça, on pourrait le transformer en court-métrage. Et c'est les rencontres aussi qui font. T'as pas peur de tu vois, je pense que tout créateur ou tout artiste, il a un peu ce doute de se dire, OK, je suis animé par toute une série de créations, de moyens artistique, et en même temps je me rends bien compte que si je me perfectionne dans l'un, non, que tu peux te perfectionner dans une limite du temps et de l'énergie que tu peux dépenser dans un certain secteur, on va dire. T'as pas peur de dire mais voilà, j'adore écrire, j'écris et je perfectionne l'art de l'écriture, et en même temps je perds à fond la photographie, et en même temps ou alors je suis plus nul en photo et Avant, ça me faisait peur. Et puis, je me suis répété, comme d'autres, en fait, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie. Donc, allons-y. Mais aussi, être assez réaliste sur ses compétences. Donc, aujourd'hui, je sais qu'on pourrait me proposer un rôle au théâtre où je me dirais, en fait, j'ai pas la maturité technique, émotionnelle et du craft, comme on dit, pour accepter ce rôle ou pour travailler ce rôle-là. Donc, je pense que quand on est assez conscient d'où on se situe, sans trop se flageller, ça va, quoi. Ouais. Donc, et au final, oui, je me dis, en fait, j'ai envie de raconter des histoires, mais attention, c'est pas parce que pour la plupart des expressions artistiques que j'utilise, c'était assez en autodidacte. Parfois, on pense qu'autodidacte, c'est t'en touches pas une. Tu fais, non, en fait, voilà, tu te formes, en fait. Il faut être assez discipliné. Prénomme écrivain parce que parfois, tu grattes au sortir de ta bouche. Non, faut bosser. Donc, je combine par exemple, pour la photographie, ma sœur, Malkia, parce que j'ai 2 sœurs, Malkia et Feza. Malkia a étudié la photographie. Donc, il y a un moment, que ça soit une personne qui a étudié la photographie ou d'autres personnes qui ont 15 ans de métier derrière, tu prends les conseils, tu vas te former techniquement, t'étudies, et puis tu pratiques, et tu trouves petit à petit ton style. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus difficile, et pour faire un parallèle aussi avec la vie, c'est ce que essaye d'être vraiment toi-même, en fait. Et ça, c'est chaud. Que ça soit artistiquement ou dans la vraie vie, c'est... voilà, est-ce que... Tu veux dire par là que, artistiquement parlant, t'as beaucoup d'inspiration, et donc t'as l'impression que tu t'inspires de grands, de renom, d'artistes de renom qui t'ont marqué. Et donc, du coup, que quand toi, tu délivres tes créations, ils sont empreints
de leur travail ou pas tellement? Si, certainement, et je crois que c'est Caroline qui le disait dans un de tes podcasts, un autre numéro d'À ceux qui osent. Rappelle-moi son nom de famille. Caroline Prévinaire. Voilà. Ouais. Il y a ceux, faut pas... Enfin, j'étais d'accord et pas d'accord, il y avait ce côté, on n'invente pas vraiment des choses. Ça a déjà été fait, mais le fait de le passer, on va dire, à travers ton prisme à toi, peut rendre la chose plus singulière. Et donc, il y a il y a un court-métrage, par exemple, dans lequel que j'ai réalisé avec mon collectif artistique L'Animalerie, où il y a Baptida Saggio et Nora Alberdi qui jouent. On a réalisé avant-première du film et tout. Et je crois que c'est au 3e ou 4e visionnage que je me rends compte que j'ai toute une séquence qui est quasiment du copier-coller du film d'un de mes réalisateurs préférés, qui est un réalisateur turc qui s'appelle Nuri Bilge Ceylan. Je vais lancer des blasts. Vas-y, va donc. Attends, Nuri Bilge Ceylan, qui a réalisé Once Upon a Time in Anatolia. Ça, c'est le titre en anglais. Je n'oserais pas le dire en turc. Et je me dis, waouh, ça m'a tellement marqué. Imprégné. Que 1 ou 2 ans après, je suis en train de réaliser mon court-métrage. Et dans une des séquences, je ne me rends pas compte pendant que je suis en train de réaliser que je suis en train de reproduire en fait la séquence. Donc je me dis, il y a vraiment cette chose-là, comme tu dis, où on a imprégné de beaucoup de choses. Et en avoir peur, j'en ai plus peur dans le sens où si... parfois avec mes amis, on se dit, en fait, il faut creuser. Si tu dis, OK, tu as envie de raconter telle histoire, Robin, OK, oui. Mais pourquoi cette histoire? Et pourquoi cette scène? Et au plus tu vas creuser, au plus tu trouveras ce qui est vraiment singulier à toi. Et c'est ça, en fait. C'est que je me dis, oui, d'office, je serais toujours influencé par le type de cinéma que je vois. Mais il y a des endroits, que ça soit dans mon long-métrage, plus dans le long-métrage, au début, les premiers courts-métrages, ouais, c'est vrai, il y a peut-être beaucoup de copier-coller, mais sans s'en rendre compte. C'est ça le pire, malgré toi, tu vois. Maintenant, je pense que je cherche plus à creuser vraiment jusqu'à ce que Donc tu dirais que même dans... En fait, c'est beau ce que tu dis, c'est que même dans ce qui t'inspire, en fait, ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce qui t'inspire, prends le temps d'essayer de diagnostiquer presque. Diagnostiquer, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui te marque dans ce qui t'a touché, dans ce que t'as vu, ce que t'as lu? Parce que s'il y a bien une chose qui ne bougera pas, c'est cette identité-là, ce facteur-là, où t'es là en mode, OK, j'ai touché ce besoin-là, c'est le fait de raconter... Moi, j'ai cette théorie. Après, voilà, je suis psy. Et donc, c'est sans doute pas... c'est clairement pas ma théorie. mais tu l'assumes. C'est le plus important. D'ailleurs, si vous nous écoutez, les gens qui sur le net partagent des photos, des quotes sans mettre les autrices et les auteurs, arrêtez. S'il vous plaît. Absolument, c'est c'est de se dire voilà, tu vois, la vie, c'est une question c'est toute une série d'événements, de faits qui se passent, qui se déroulent malgré soi ou avec soi. Et souvent, c'est des besoins qui sont mal nourris ou nourris, tu vois. Et ça me fascine de voir des histoires qui sont racontées et toutes des prismes liés à un besoin mal nourri, tu vois. Donc, tu peux... Alors, on va rentrer dans les détails. Allons-y. Creusons. Attends, on est en podcast, vaut mieux. Sitôt dans l'interview. Attends. Mais c'est tu peux... tu vois, un besoin de sécurité, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui va être mal nourri dans ça, il va réaliser toute une série de choses avec conscience ou inconscience, tu vois, liées à son trauma ou son besoin de sécurité qui n'a pas été nourri, quoi. Et pour l'un, ça pourra être réclamé à outrance une série d'affections. Et pour l'autre, ce sera je vais vivre ma vie tout seul, tu vois. Je vais me pousser pour m'accomplir, mais sans personne. Sauf qu'en même temps, tu peux pas t'accomplir. Non, c'est pas possible. Enfin, ça me passionne parce que je sais pas d'où c'est venu cette réflexion dans notre discussion, ma foi. C'est peut-être dans le fait d'écrire et justement de... Tu sais, on discutait en début de podcast de la psychologie, exactement. Et comment, tu vois, l'art de l'écriture, pour toi, quand tu avais 15 ans, tu vois, le côté brut de « Ok, j'écris parce que c'est un exutoire. C'est une catharsis, ça me permet d'extirper toute une série de mots. » Oui, et puis par rapport à, comme tu disais, soit des personnes qui, soit liées à leur trauma, vont vouloir
je sais pas, vivre seul et essayer de vivre en autarcie totale ou le contraire. C'est assez intéressant pour moi au fil des conversations, quand j'ai l'occasion d'avoir parce que je préfère toujours les conversations de qualité plutôt que de quantité. Je suis pas très bon en small talk ou machin, non. Au fur et à mesure, je réalisais que le traumatisme lié à l'exil, la guerre et a contribué au fait que je fais très difficilement confiance aux gens. Parce que cette attaque a eu comme conséquence que je me disais, mais en fait, à qui est-ce que tu peux faire confiance? Ça, c'est un des côtés, des aspects négatifs. Un des aspects qui a fait que ça ne m'a pas toujours aidé dans les relations et dans ma vie privée et parfois aussi dans la vie professionnelle. Mais bon, à un moment, c'est comme, tu le sais mieux que moi, à un moment, si tu diagnostiques la chose, tu peux commencer à travailler dessus. Ou alors tu le vis tellement de fois que tu dis, mais tiens, il y a quelque chose qui marche pas. Et malgré toi, la vie, t'as pas besoin d'une thérapie, mais la vie te montre que, attends, regarde ça d'une façon. Qu'est-ce que t'as une leçon à tirer là? Tu as pas encore. Il y a une morale à l'histoire. Est-ce que ça fait 15 fois que t'es avec cette femme ou que tu fais. Puis à un moment donné, si 3 fois c'est la même, c'est que c'est toi en fait le point commun. C'est toi qui as un problème si ça se termine pour les mêmes raisons. Donc il y a ça. Non, là j'en rigole un peu, mais c'était pas marrant. Enfin, c'est jamais marrant. Mais bon, soit. Vaut mieux en rire qu'en pleurer là en podcast. Je vais pleurer à un autre moment. Mais ce que j'allais dire. Tu peux couler une larme. Non, mais c'est en podcast radio, on le verra pas. C'est pas il n'y a pas de crédibilité. Mais bon, soit. Et le bon côté, l'avantage de cela, je crois que c'est ça qui m'a poussé à vouloir très tôt, ne pas dépendre de trop de gens. C'est-à-dire à un moment, ok, j'ai envie de réaliser un court-métrage, mets des sous de côté, achète une caméra, vois ce que cette caméra peut faire et tu commences. Et c'est comme ça que j'ai commencé à filmer moi-même mes courts-métrages et tout. Il y a toujours ce côté où problème de confiance, faire confiance aux gens, ça va pas être fait comme je le souhaiterais, pas dans les temps. Tu te forces à apprendre des choses et faire toi-même. Et parfois, on tombe à l'autre extrême où, à force de vouloir tout faire seul, soit tu as burn-out, soit tu machin. Voilà, donc il faut trouver l'équilibre. C'est fou parce que c'est ce que tu dis si bien, hein, c'est que par bien des manières, la façon dont on est, ce qui nous. Nos traumas ou notre façon de vivre, d'évoluer, elle nous sert et nous dessert. Elle nous dessert parce que là, tu vois, là plutôt dans ce cas-là, tu vois, ça te sert parce que tu te dis, ma liberté, je vais l'obtenir et je vais tout faire pour l'obtenir. Je vais y mettre les moyens, la technique, l'énergie, le temps que je veux moi et je vais y arriver. Tu vois. Et donc du coup, tu fonces. C'est un esprit extrêmement fonceur et fédérateur même. Tu vois. Et l'hyperproductivité venait de là, en fait. Parce que de 2010 à, je crois, 2015, je dis 2015 parce qu'à un moment, j'ai eu je crois que c'est en 2015 ou 2015 que mon corps m'a dit fuck you, dude. Voilà, tu crois que... je te jure. Mon corps a craqué et j'ai dû essayer de commencer à travailler plus intelligemment et pas tout le temps être dans... je veux produire autant d'écrits, faire autant de photos, essayer de réaliser plein de choses. J'avais des challenges comme ça, un court-métrage ou un clip ou un court-métrage par mois. Puis voilà. Mais une fois que mon corps m'a dit de m'arrêter, j'ai recalibré les choses. Et apprendre il y a beaucoup de choses que j'apprends, et je continue à apprendre via le travail collectif, qui est un peu plus... qui répond qui montre que j'imagine que je progresse un peu parce qu'avant c'était je vais tout faire tout seul et tout. Et les projets collectifs m'apportent beaucoup. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte déjà l'intelligence collective parce que il y a des choses quand tu es derrière ton carnet ou ton ordinateur, tu dis ok, ça marche. Je donne juste un exemple, tu écris une scène et tu penses ça marche très bien comme ça. Et puis ensuite, l'acteur ou l'actrice te dit oui, mais pourquoi est-ce que tu veux que ça soit cette dynamique-là? Et rien que le fait qu'on te pose la question, parfois tu te rends compte que cette scène, en fait, elle marche pas vraiment, en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a questionné, quelqu'un qui, en général, si tu les as bien castés, et déjà occupé à voir comment il ou elle va habiter ce personnage et donc à des questions creuse l'identité en fait cohérentes,
Et puis, vous allez trouver qu'en fait, ça n'a pas de sens que quand elle entre, elle fasse d'abord ceci et puis cela. Et vous trouvez des solutions ensemble. Et c'est une des... J'en profite pour vite le dire. C'est une des choses un peu ingrates, je trouve, dans le métier. C'est ce côté où... évidemment, je suis fier du film et de mon équipe, mais souvent, sur une affiche, voilà, tu auras le réal, l'acteur principal, l'actrice principale, le nom de la boîte de prod. Mais il faut vraiment attendre limite si tu peux faire des longs remerciements à la Youssoupha ou je ne sais pas qui pour que tu puisses te dire ok, en fait pour l'écriture du scénario, la collaboration à l'écriture, c'était bien sûr Malka Moutiri, bien sûr Christopher Arcage, mais à un moment en discutant avec mon producteur, à un moment en discutant avec mon ami Atika Talbi que je connais depuis Saint-Stanislas qui est aussi psy. En fait, toute personne peut t'apporter des choses, mais tu peux pas, si le monde était vraiment bien fait. C'est qui disait le monde sur mesure existe dans un coin du cerveau. Waouh. Je vais te lancer des punchlines de rappeur. Ouais. Je crois que c'est. Voilà, il y a un truc comme ça où je me disais, si j'étais dans mon coin du cerveau, ben ma liste de crédits pour aide à l'écriture, par exemple, du scénar, il y aurait peut-être 150 noms, en fait. Ah, mais il y aurait bien plus que 150 noms. Tu commenceras à remercier. Tu sais, le chaton, quand j'avais 3 ans et demi, finalement, il a un peu impacté. Mais oui. Parce que je l'ai croisé. Parce que là, tu vois. Ouais, tout est. Voilà. Mais officiellement, il y a très peu de noms. Et je pense que c'est beau aussi, parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le fait que tu as appris avec les années. Ouais. À avoir l'humilité et l'indulgence de dire en fait je peux pas forcément y arriver tout seul, et même si j'étais capable d'y arriver tout seul, mon produit serait pas forcément aussi beau que si j'avais accepté d'écouter le retour de tel qui me dit mais attends, mais pourquoi tu ferais pas ça comme ça aussi, tu vois, et pourquoi tu voudrais pas tester, tu vois, juste de changer ce prisme là et de taper un petit peu à gauche. Tu trouves pas que ça serait joli aussi? Et je crois que c'est dans ton épisode à Ceux qui osent, Victoria Jadot qui en parle un peu du travail collectif. Et j'en profite vite pour dire que mon long métrage Djoua n'existe pas sans une femme que j'aime beaucoup que j'appelle ma marraine cinématographique, Monique Bekapova, qui limite me tire les oreilles en mode je crois que tu peux réaliser un long métrage. Tu as fait des courts métrages, c'est bon, passe au long métrage. Je dis non, je suis pas prêt. Écris un traitement, écris un résumé. Et voilà, elle me casse vraiment les oreilles avec bienveillance. Mais pour moi, c'est aussi une illustration du collectif. Qu'ensuite, mon producteur, Quentin Noirfalis, salut à lui aussi, s'embarque dans l'aventure. Ça fait qu'en fait le film il est là où il est parce qu'il y a eu parfois des accros, parce que tout à fait. voilà, mais c'est encore une fois c'est cette intelligence collective qui fait qu'à un moment même après l'accro, je parle pas du rappeur, même après même après les accroches, il y a on laisse que la poussière redescende, se tasse. Et je me dis, mais oui, en fait, Antoine avait raison sur ce point-là. Ça t'a permis de te challenger, parce que dans tous les cas, ce qui en ressort de ce challenge, de cet accro de cette accroche, c'est que au moins, t'es sûr de quelque chose. Que t'es sûr au moins que c'était mauvais, ou que c'était très très bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a confronté à ton idée et qui t'a dit, mais attends, mais non, moi je pense que c'est mauvais. Et toi tu dis, attends, non, j'étais pas sûr que c'était... mauvais, mais non, je suis encore plus sûr que c'est bon, ou encore plus sûr en fait que c'est mauvais. Et je pense que je sais pas dans quelle mesure toi tu te situes, mais par exemple moi je sais que j'ai énormément de mal, et je l'apprends au jour le jour, à déléguer, non seulement déléguer, mais accepter une idée qui est pas forcément la mienne et qui peut challenger ou la faire évoluer, quoi. Genre, et j'essaie de m'entourer de personnes en qui j'ai extrêmement confiance, qui pourraient me dire non, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est un peu de la merde, pour me dire, tu vois, genre, je sais pas dans quelle mesure. Toi, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu y arrives? J'ai encore beaucoup à apprendre. Ça va mieux qu'il y a 5 ans, on va dire, ça c'est sûr. Mais j'accorde beaucoup de valeur aux personnes, amies ou pas, qui peuvent me dire leur vérité. Bien, en fait, oui, mais au moins qui me veulent du bien ou pas, mais je trouve que
je valorise plus quelqu'un qui va vraiment me dire sa vérité en face pour qu'ensuite, comme tu le dis, que je puisse être d'accord ou pas, mais on a une vraie conversation. Ouais, moi je crois que voilà, les noirs, ceci, les blancs, cela. Et là je dis mais non, c'est pas vrai. Et là on est dans une vraie discussion parce que je sais plus où j'ai vu les memes sur Instagram me font beaucoup de bien. Je sais, pardon, je suis en train de cracher sur le micro, sorry. Et donc c'est ce côté où je préfère avoir un raciste qui s'assume et qui me dit les choses en face parce que je sais à quoi m'en tenir, que quelqu'un qui fait genre non mais moi je vois pas les couleurs et machin et tout, qui va pas assumer complètement toute sa discrimination et tous ces stéréotypes qui est enfouis en lui, par exemple, et qui va le dire haut et fort quand t'es pas là, quoi. Exact. Donc tu valorises davantage, si je comprends bien, l'honnêteté et l'authenticité radicale, s'il faut. Je préfère une honnêteté radicale et au moins voilà, on sait qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet-là et puis on peut parler d'autre chose. Ouais. Mais voilà, ça a été clarifié, puis on passe à autre chose. C'est vrai que c'est touchant. Merci Tata Bell Hooks. Je place Tata Bell Hooks. Ouais. All About Love, New Vision, un livre que ma petite sœur Malkia m'a offert. Elle déteste quand je dis Tata Bell Hooks, mais bon, c'est vrai, ça m'a aidé j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein. Je pense que c'est ça la vie, non? C'est une question d'apprentissage constant. Tu le dis, mon bon Aubin. Ganji, en regardant un petit peu tout ce que tu produis, un peu... tu me disais qu'il y a une trame commune de storytelling, c'est évident, hein, c'est criant. Et j'ajouterais à ça qu'il y a une sorte de quête identitaire aussi, que j'ai trouvé, qui résonnait dans ce que tu faisais. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que ça résonne en toi ou t'es pas d'accord et tu fais non, ça résonne, mais la première chose que j'avais envie de dire, mais qui n'est pas en quête identitaire? Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, je vais faire mes petits coups de gueule à 2 francs, à 2 francs congolais ou 2 francs belges, je ne sais pas. Ouais. Et ce que je trouve assez dommage de façon générale, et bon, c'est pas une guerre que je vais mener tout seul de toute façon, c'est ce côté où on a besoin, parce que notre ordinateur, le cerveau, veut tout simplifier, de toujours voir les choses en noir ou blanc. Alors qu'en réalité, même si on est né, on a grandi ici, des parents nés qui ont grandi ici, on a des identités plurielles, en fait. J'ai pas exactement la même identité que mon grand frère Ndagui ou que mes sœurs. Là. Et donc, dans ma quête identitaire personnelle, je suis imprégné de l'histoire des sociétés dans lesquelles j'ai vécu. À un moment, c'était la société dite zaïroise et puis congolaise. Et puis à un moment, voilà, je suis dans la société belge. Donc, je suis imprégné de cette histoire avec les bons et les mauvais côtés. Et puis ensuite, tu as l'histoire personnelle qui fait que, tiens, pour tel événement, ma sœur l'a mieux vécu que moi, mais moi, voilà, ça s'imprègne dans mon identité et ça fait qu'effectivement, dans ce que j'essaye de créer, je veux répondre à des choses, comme je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais répondre à des choses qui me manquent. Ouais. Donc je me dis, ok, j'ai envie de voir un personnage qui ressemble à ceci, qui a une vie aussi complexe que, tiens, ma tante que je connais, qui a cette vie complexe, mais qu'on ne voit jamais, par exemple, à l'écran. Je vais m'inspirer d'elle pour créer un personnage qui a cette complexité-là, parce que je pense qu'on n'est jamais qu'une seule chose, en fait. Voilà. Donc, je bosse là-dessus. Donc, c'est une quête identitaire, mais pour moi, je la mets vraiment au même niveau qu'une personne qui a une autre couleur de peau que moi, une autre préférence sexuelle et tout. Voilà. Donc, identitaire, c'est pour ça que je me disais, qu'est-ce qu'on met dans identitaire? Ta foi dans le futur, quant à cette question de représentativité, représentation, d'identité, d'identification multiple, tu vois, en fait, tout simplement. Concrètement, Écoute, je sais que par moment, le futur m'a aidé à tenir bon, parce que le futur, c'était de me dire, tiens, mes nièces et mes neveux, faut que dans leur horizon, ils se disent, tiens, tonton ou tantine ont créé cette chose-là, et ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que, tiens, tonton ou tantine, enfin, peu importe, mais parce que tonton Aubin est psy, dans mon champ des possibles, c'est pas parce que je suis un petit garçon noir qui grandit dans une ville belge que je peux pas me projeter en tant que psy. Il y a des photos très fortes comme ça où, je sais pas si tu l'as vu, avec
Barack Obama dans le bureau ovale, il y a un petit garçon noir qui lui touche les cheveux. Ouais. Parce que... Elle a résonné énormément cette photo. Voilà, je veux dire, en dehors du... Enfin, moi, j'ai jamais été en mode je porte des t-shirts de Barack Obama, mais ça, c'est un autre débat. Yes, ouais. Mais je me dis, je sais reconnaître, je pense que je sais reconnaître les symboles forts quand il y en a. Black Panther, la même chose. Je me dis, OK, le regard que moi j'ai d'adulte sur ce qui est raconté ou ce qui peut être raconté entre les lignes, pour moi, n'a pas de poids par rapport au fait qu'il y a des enfants noirs et non noirs qui se disent tiens, un super-héros noir, c'est cool. Parce qu'on est à l'ère où il faut que ça soit cool, en fait. Ouais. Et donc, que ça soit le petit garçon noir, la petite fille noire qui se sent valorisée parce qu'il y a un super-héros et des super-héroïnes noires. À l'image de son... Ça fait du bien à elle et à lui en termes de ce qu'il est et ce qu'il peut apporter à la société avec la confiance en soi et tout et tout. Et ça fait aussi du bien aux petits enfants blancs, asiatiques, maghrébins, qui se dit aussi ah tiens mais c'est aussi cool en fait d'être noir. Enfin je parle au niveau des enfants parce que quand les adultes disent c'est cool d'être noir, c'est une autre signification. Mais ça fait un peu une appropriation culturelle. Voilà, mais il y a cette chose de à partir du moment où on peut. Il normalise en fait la différence en fait. C'est on normalise la différence et dans cette différence, oui, on peut avoir des personnes qui exercent des métiers et ces personnes peuvent avoir toutes les couleurs. Et pas que, en fait, c'est Mamadou, le videur du bar du coin, évidemment. Et c'est ton c'est la seule chose à laquelle tu peux aspirer. Quoique Mamadou est sympa, et on peut, en fait, c'est ça encore pour de la. C'est ouverture le champ des possibles, en fait. Le champ des possibles, parce qu'on peut être videur et en même temps être passionné, je sais pas, de tricot. J'avoue. Tout est possible, mais si on te le montre pas. C'est-à-dire, toi, tu vas cacher ça. Si moi, je suis un videur et en fait, je tricote dans mon coin, si ça porte plus à ce qu'on se moque de moi, je vais pas être assez à l'aise pour l'assumer et donc assumer notre part de mon identité plurielle. Qui t'a donné envie de faire ce que tu fais ? Qui m'a donné envie de faire ce que je fais ? Waouh ! Ben, je pense que c'est... voilà, l'écriture, comme je dis, Toni Morrison. Donc, de me dire, oui, écris, et puis tu vas devenir écrivain à un moment. Le jeu d'acteur, il y a les personnes connues et les personnes inconnues. C'est-à-dire que... En personne très parfois, en personne très connue. En personne très connue, facile. Bah, il y a Denzel. Il y a dans la jeune génération, mais bon, j'étais déjà acteur entre-temps, Daniel Kaluuya. Voilà. Et puis, en fait, c'est vient de recevoir un Oscar d'ailleurs. Mais bien sûr. Judas and the Black Messiah, tu l'as pas encore vu? Directed by Shaka King, produced by Charles King, Ryan Coogler. Je l'ai. Seriously? Je l'ai téléchargé. Donc il est sur ma liste. Téléchargé. Je l'ai téléchargé. Non, je vais le. Il est sur Proximus, il est sur Proximus. Non mais attends, voilà. Non, c'est bon. Voilà. Attends, j'ai un salaire maintenant, je vais le payer. Attends, s'il te plaît. Je dois quitter cette zone où j'étais encore étudiant. Donc oui, et puis en réalité, c'est pour ça que c'est pas très juste. Tu vois, on tombe encore dans cette starification. Donc je donne des noms de stars, mais parfois c'est un chanteur. Enfin non, c'est même pas un chanteur. C'est juste quelque chose qu'on voit, qui nous touche, qui est étudié, purée, sur scène. C'est incroyable de faire ce qu'il fait. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et puis, tu apprends que ça a l'air facile quand lui le fait, mais en fait, tu dois bosser, tu dois apprendre à te connaître toi-même, tu dois apprendre des trucs techniques, Et donc, aujourd'hui, j'apprécie juste de voir des personnes qui maîtrisent dans leur domaine et qui ont un commitment, mais un engagement de dingue. En fait, la plupart des films coréens que je vois, les actrices et les acteurs ont un engagement physique et émotionnel que je trouve hors du commun, extraordinaire. Et par exemple, ça va me donner envie de moi me pousser un peu plus loin quand je travaille sur une pièce de théâtre comme Ouragan, directed by Ilyas Metewi, créé avec Zoé Janssens. On est à Avignon pendant juillet. Je suis en train de passer mes produits. Mais bien sûr. Oui, on joue à Avignon le mois de juillet. Mais tu vois, c'est 2021. Plus, t'as de la chance, cet épisode va sortir avant juillet, donc yes. Ça te fait une super de promo. Et donc, par exemple, parce que j'ai vu soit un film où j'étais au théâtre à Bruxelles ou ailleurs,
ça m'inspire. C'est ça qui va m'inspirer à, tu sais quoi, retournons au lab, comme on dit. Le fait de voir mes acteurs principaux, on a parlé, voilà, Edson Hannibal, Baptida Sajo, tout ce qu'ils ont pu apporter à des personnages que j'ai écrits sur papier, et eux, ils ont transcendé tout ça, et leur créativité, parce que parfois, on néglige la partie créativité de l'interprète, en fait. Donc oui, moi, j'ai écrit des mots, c'était gentil et tout, et puis à un moment, eux, ils donnent vie à cela, et parfois, ils viennent avec des répliques encore meilleures que ce que j'aurais pu imaginer. Donc voilà, les artistes en l'occurrence, mais aussi toute personne qui fait son travail avec une passion en fait. Passion, une générosité, une ouverture d'esprit. Ça, c'est des choses que je prends avec moi et qui parfois se retrouvent, tu sais, comme je disais tantôt pour un film, je peux me retrouver dans une session d'impro sur scène à faire quelque chose et elle me dit mais ça vient d'où? Et puis ça se trouve c'est un enfant que j'ai vu traverser qui emmerdait un peu ses parents et qui a fait un mouvement que j'ai trouvé, je sais pas, que j'ai gravé dans ma tête et en session d'impro c'est sorti. Donc je m'inspire idéalement de tout en fait, de tout. Ouais. De tout ce que tu rencontres qui te touche. La vie est courte, Aubin. Donc je prends, je redistribue dans ce que je peux faire, dans ce que je peux partager. Donc, oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à... On va l'appliquer ici. Ok, ça va restreindre sans doute un petit peu, mais un jeune créateur qui se trouve être noir, une personne racisée, qui rêve comme ambition de devenir réel, qui rêve comme ambition d'écrire, d'être auteur, qui rêve de devenir poète ou photographe? Je commencerai en disant faut travailler, faire ses devoirs en fait. Et parfois ces devoirs, c'est en fait il y a tel type de film ou tel type de livre que j'ai envie d'écrire. Peut-être qu'il faudra lire une dizaine, si pas une centaine de ce type de livres pendant qu'en parallèle tu essayes d'écrire ton propre livre, sachant que c'est jamais un chef-d'œuvre du premier coup. Ouais. Donc, d'où la persévérance, l'ouverture d'esprit, parce qu'on en parlait aussi un peu, ce truc où on peut te dire, mais je pense que tu as tort. Et puis, parfois, une fois qu'on a fini d'être vexé, tu te rends compte, mais peut-être la personne a raison. Donc, j'ai cette ouverture d'esprit de me dire, OK, je vais... Ouais, autre chose, c'est développer une certaine intelligence pour savoir quand être marketing, quand il fait de marketing. Et quand je dis être marketing, quand il fait de marketing, si je reste sur l'exemple du livre, c'est que parfois le fait de bien choisir la couverture de son livre, ça joue déjà, en fait. La façon dont tu résumes ton bouquin, ça fait voilà, et arriver à savoir quand il faut être purement artistique et se dire voilà, tu es dans ton délire à toi, purement artistique et purement singulier. Moi, je crois les artistes et les êtres humains qui me parlent le plus, c'est parce qu'à un moment je me dis en fait il y en a qu'un comme lui, en fait, il y en a qu'une comme lui, mais c'est du travail, c'est se casser les dents, c'est racheter des dentiers et puis se relever, mettre des jambes en bois à un moment, et c'est ça le côté la persévérance et un maximum être curieux de tout, être généreux. Et moi, ce que j'aime bien me répéter, c'est je gagne ou j'apprends. Parce que parfois, psychologiquement, quand tu te plantes ou les choses n'ont pas marché comme tu voulais, tu vas rester là à t'enfoncer. Mais si c'est l'état d'esprit. Si je me dis, ok, je me suis planté, bon, là maintenant, je peux revenir sur l'ouvrage et me dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Et on y va. Mais pour ça, il faut aussi de l'amour. De l'amour autour de soi et de l'amour pour soi. Parce que c'est ça qui aide aussi à parfois repartir plus vite en fait au front. Donc je sais pas si j'ai donné les conseils, mais voilà. Oui, mais tu l'as donné. Je pense que c'est cette personne-là qui nous entend. Et si je pense que c'est valable pour que ça soit pour peu importe, on y va quoi. Mais alors t'as dit quelque chose, je vais paraphraser, c'est terrible parce qu'elle m'a échappé, mais elle m'a marqué pendant que tu le disais. C'est je gagne ou j'apprends. C'est bien ce que t'as dit. Ouais. Mais tu ne perds jamais, quoi. Non, c'est un état d'esprit et c'est ça que j'ai... Enfin, après, chaque chose
qui me rend curieux m'apprend des choses. Et le domaine sportif est fort il y a des choses que ça pardonne pas. Tu sais, si tu regardes les arts martiaux, enfin la boxe ou MMA, un petit moment d'inattention, même si sur papier j'étais le plus fort, boum, je me prends un KO. Et je dis ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre à tirer comme leçon? Et puis ensuite, on peut l'appliquer à tout. Les finances, c'est OK, merde, pourquoi est-ce que je me suis fait avoir sur ce projet-là? Ben, en fait, t'as pas bien lu ton contrat et t'as pas vu qu'on te prenait 35% à chaque fois. C'est ça, c'est ce truc. Et l'ouverture d'esprit, c'est aussi non seulement parler avec des gens qui n'ont pas forcément le même avec nous. Parce que dès qu'on a des yes men et yes women qui sont tous d'accord, on va plus vraiment progresser. Mais c'est aussi, par exemple, là, je me dis, il faut que je regarde des documentaires animaliers. J'en regarde pas assez. Je sais pas ce que ça va m'apporter, mais je me dis... c'est très vrai. Par exemple, mon père est grand fan de documentaires animaliers. Et je le vois quand il me raconte, il peut passer un temps fou à me dire, mais attends, je vais t'expliquer comment la lionne vit. Et vraiment, c'est vrai que c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Ouais. C'est simplement que quand moi je le regarde, je suis pas transcendé comme quand je regarde The Last Dance avec Michael Jordan, tu vois. Je sais que allez quoi. Mais peut-être ce qui se passe aussi, c'est que il y a des choses pour lesquelles on n'est pas réceptif à certaines choses, et puis via, je sais pas, ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'est souvent comme ça, qui dit non, toi Aubin, en fait, c'est pas le documentaire sur les lions qu'il faut que tu regardes. Tu vois, il y a un truc sur les loutres qui survivent, machin, et étonnamment, tu vas dire, ah ouais, parce que tu vas retrouver quelque chose. Et c'est ça aussi pour moi l'enjeu de la diversité. C'est aussi, voilà, c'est pas que les couleurs, c'est pas, mais ouais, ne nous faites pas croire que la seule chose qui est cool pour un Asiatique, c'est de faire les arts martiaux. Et la seule chose qui est cool, on va dire, pour un Africain, c'est aller, je sais pas moi, qu'est-ce qui est très cliché pour les Africains? Super cliché, il y en a tellement. Par où commencer d'être le meilleur pote noir déjà. Voilà, d'être bon en danse. Voilà, donc il y a un moment, la diversité, c'est ça aussi. C'est cool de regarder des loutres construire leur abri, par exemple. C'est quoi tes projets du futur, Ganji? À part le théâtre, j'ai des petites histoires comme ça en tiroir de potentiel long métrage, de potentiel court métrage, série. Tu vois, une petite... Exclue encore? Exclue, bien sûr. Il y a tellement des exclus. J'ai le choix entre... je te donne 2 titres et puis en fonction de ce que tu choisis, je te résume ça. Tu as soit... Une lueur d'espoir, c'est le titre d'un projet, ou alors Dents dures. Dents dures. C'est deux histoires complètement différentes. C'est vrai, c'est ouf. Dents dures. Wow, yeah. Dents dures. Dents dures est une histoire qui est inspirée par un espèce... on dit un ou une espèce? J'ai toujours un doute avec... On dit une espèce, je pense. Une espèce, voilà. Donc, Dents dures est basé sur une histoire d'amour qui est un peu considérée tabou en fonction de l'espace-temps où elle se déroule, c'est-à-dire c'est un homme noir et une femme maghrébine. Encore C'est pour ça que je laissais en l'air comme ça, espace-temps. On choisit. On choisit. Et tu vas à Bruxelles. À Bruxelles, dans la commune de... Non, mais bon. C'était... C'est clairement tabou. C'est chaud. C'est très compliqué. Et donc, j'adore les huis clos. Ouais. Et pour moi, dans Dur, tout se déroulait dans un salon de thé. Ok. Et donc, t'avais... Tu vois. Et donc, voilà, ça c'est une histoire. T'as regardé le huis clos qui est sorti avec Zendaya et non, pas encore. John David Washington. Pas encore, et j'ai peur. J'ai peur parce que... J'aimerais bien ton avis là-dessus. Toi, tu l'as déjà vu, donc. Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Mais tu vois, il y a des choses, c'est la bande-annonce, le trailer, comme on dit. J'y ai pas cru au couple, en fait. Et à partir du moment où je me dis, voilà, le monde est à nous, à tout le monde, toi qui écoutes, voilà. Et il y a beaucoup de propositions dans le monde. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais passer 2 heures, parce qu'en plus c'est 2 heures et quelques, à regarder. Et voilà. Et je me dis, est-ce que entre passer 2 heures sur un film qui m'a pas convaincu personnellement en voyant la bande-annonce, ou d'aller voir d'autres films, peu importe, américains, européens, africains, voilà, j'ai dit je passe. Voilà. C'est vrai.
Mais je suis un peu ton raisonnement, et en même temps, il n'y a rien de mieux que quelque chose qui te convainc pas forcément pour te dire ah ouais, c'est vrai que ça me convainc pas, et au moins je sais pourquoi. ok. Tu vois, Je le regarderai alors et je t'en parlerai. Mais huis clos, ben oui, ça a été tourné en pandémie en plus. Ouais, surtout. Ouais. Et tu le sens en fait. Tu le sens. Ok. Voilà. Tu m'en diras pas plus. Je t'en dirai pas plus. C'est quoi il y a tellement de questions. C'est terrible, ça va être un épisode qui va durer 1000 ans. J'en ai marre. Lâche-toi, fais le best-of. On va dire que... J'ai même pas fait des imitations. On va dire que c'est le dernier épisode de la saison, ce qui est vrai. Et donc du coup, il va être sans doute un tout petit peu plus long. Mais cite-moi un film ou deux que tu conseillerais à quelqu'un là maintenant, qui t'ont marqué récemment. Et tu te dis, vas-y, faut checker ça. Pas forcément récemment, mais pour... en fait, Queen of Katwe, réalisé par Mira Nair. Ou je sais pas si on dit Mira Nair, mais en tout cas, c'est sur Netflix. Et pourquoi j'aime beaucoup ce film, au-delà de l'histoire que ça raconte, c'est une réalisatrice qui est indienne à la base. Dans les rôles principaux, il y a les noms connus comme David Oyelowo, Lupita Nyong'o, et puis il y a une jeune... comment elle s'appelle ? Le personnage principal, c'est basé sur une histoire vraie d'une jeune fille qui a appris à jouer aux échecs et qui est devenue championne de son village et puis de la ville et tout et tout. Et je me dis, en termes de représentation, se dire, voilà, une histoire avec au centre un personnage, on va dire, africain, féminin, c'est tellement rare. Afrodescendant. Racisé, voilà. Et ça se passe vraiment en Afrique, donc c'est même pas afrodescendant, et là en Afrique en fait. Ouais. Donc il y a celui-là, et puis The Father avec Anthony Hopkins. Voilà, okay. Il a gagné son Oscar pour ce film-là. C'est aussi un huis clos, c'est marrant. Donc là il y a un huis clos. Il y a quelque chose de charmant avec les huis clos. Parce que tu peux pas tricher. Pour moi, les huis clos, c'est le meilleur. En général, si c'est bien fait, ça prend le meilleur du théâtre et du cinéma. Ouais. C'est ton histoire et les interprètes. C'est ça. Et si tu... Et il y a une belle... Pour moi, il y a une belle balance. Il y a un jeu de balle. C'est une belle partie de tennis entre tes comédiens, tes acteurs qui jouent, et toi en tant que réal. Quoi. Ouais. J'ai l'impression que si t'écris un huis clos, ok, ils le jouent, mais ils en font leur hyper fort. Ouais. Et ouais, ça, on rebondit de nouveau avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'avec un huis clos, tu crées quelque chose qui ne dépend pas forcément de toi, et tu mets encore plus ton cœur sur la table en mode ok. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artifice en fait avec le huis clos. Et puis il y a les séries aussi. Moi, j'essaie, comme je te dis, de voyager, donc j'ai été marqué par une série islandaise qui s'appelle Trapped, qui est qui était sur Netflix aussi. Puis il y a une série aussi Stranger, une série coréenne, et puis il y a les bouquins aussi, The First Woman de Jennifer Nansubuga Makumbi, The First Woman qui se passe en Ouganda. Ce sera l'épisode avec le plus de recommandations et de refs qu'on aura placé, c'est génial. Voilà. Le court-métrage de Victoria Jadot, ça m'a fait sourire quand elle a dit qu'aujourd'hui elle n'aurait pas titré Les Rois de la Jungle. Ouais. C'était une question que j'avais notée d'ailleurs par rapport au tien, parce que je me suis dit, tu vois, le titre est passé donc de Le soleil dans les yeux à Djoua. Ouais. C'est la façon de pourquoi ça, c'est... en fait, c'est quoi ? On a le temps. Je te la pose. C'est la question. C'est la question. Okay. Pourquoi ? Le soleil dans les yeux est passé à Djoua. Le soleil dans les yeux, c'était un court-métrage qui, à l'origine, était inspiré d'un scénar que je devais écrire lié à la vie de Vincent Van Gogh quand il est passé dans la région de Mons. Et j'ai lu un livre qui s'appelait Le soleil en face. Et j'aimais tellement le titre que j'ai gardé Le soleil dans les yeux. Et ensuite, comme tout scénariste te raconterait, on a réécrit le scénar tellement de fois que les personnages changent, que l'histoire change. Et au final, c'est un clin d'œil à la place l'inspiration de départ et la peinture. Parce que le personnage du court-métrage, et un peu dans le long-métrage aussi, Amani, c'est le même prénom, est passionné de peinture. Et donc, c'était un peu, voilà, clin d'œil. Et puis ensuite, on a commencé à travailler sur le long métrage. Et au fur et à mesure, dans l'équipe, on se disait, le titre on me faisait remarquer Le soleil dans les yeux, ça fait un peu Plus belle la vie, un si grand soleil, machin. Et ça fait pas vraiment film, déjà avec son identité propre. Et
vu que pour moi c'est un drame familial, un peu drame psychologique. C'est quand même un drame, tu le sens quand dans le titre Djoua, ça appelle davantage à ça que le soleil dans les yeux. Voilà, et merci, tant mieux. Et puis ensuite, parce que là, il y a une expression qui me tient à cœur, qui est la confiance culturelle. C'est-à-dire, oui, on est des identités plurielles, on a des identités plurielles, mais ça doit être aussi cool de parler français, anglais, Kiswahili, Kinyarwanda, Kirundi, arabe, lingala, tout ce que tu veux. Et donc, il y a un moment, c'était évident pour moi que le titre serait en swahili. À cela, parce que Djoua, phonétiquement, ça veut dire soleil. Donc, il y a 3 choses qui sont dans le titre. Phonétiquement, ça veut dire soleil, donc il y a aussi le lien avec le titre du court-métrage. Il y a aussi ce que le soleil représente, poétiquement et tout. Il y a le fait que mes parents se sont rencontrés, parce qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient vraiment très jeunes, je crois, un peu plus ou moins mineurs et tout. Et puis, dans le milieu professionnel, ils se sont rencontrés dans un journal qui avait pour titre Djoua. Mais on l'écrit J-U-A, en fait. Et moi, pour mon film aussi, je dois avouer aussi, l'aspect marketing faisait que je me disais, mais si c'est #film, #Djoua, tu vas tomber sur toutes les fois on écrit en swahili soleil, en fait, et ça va être compliqué. Et donc, j'ai trouvé la parade, c'était J-U-W-A-A, parce que non seulement ça singularise notre film, mais aussi pour moi, ça me raconte, on revient à la psychologie, le fait que, les cicatrices que nous laisse la vie, en fait. Ça fait qu'à un moment, le mot aussi se transforme, comme nous, notre psychologie et nos corps se transforment avec les âges. Et c'est pour moi, ce J-U-W-A-A, ça me raconte ça aussi. Voilà. Amani et Riziki, au début du film, ne sont pas les mêmes à la fin du film. Donc, il y a tout ça. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement beau. Je pourrais m'asseoir et continuer à discuter pendant tellement de temps. Et en même temps, on ne va pas fatiguer nos braves auditeurs. Mon bon Ganji. Mon cher Robin. Merci. L'émission s'appelle À ceux qui osent. Et c'est quoi ton rapport, toi, avec le fait d'oser ? De façon presque primitive ou primale, même si ce mot encore est controversé dans l'artistique. Qu'est-ce qu'on appelle société primitive ? Soit, c'est l'adrénaline. Je veux dire, surtout pas que dans les métiers artistiques, je pense aussi des entrepreneurs, et à un moment, ça te donne une adrénaline de dire, ok, ça te donne de l'adrénaline d'oser, mais c'est surtout, je sais plus qui disait, mais en fait, soyez vous-même, en fait. Ose être toi-même, parce qu'au moins, quand tu seras toi-même, non seulement il y a cette unicité, tu es vraiment unique, tu ressembles à personne, mais ça prend longtemps, en fait. Je sais plus ce qu'il disait aussi. Il a passé toute une vie à apprendre à être lui-même. Ouais. Et pour moi, oser, ça me fait penser aussi à des choses qui me font peur. C'est-à-dire, encore une fois, la vie, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a qu'une. Donc, autant que j'essaie de la vivre la plus proche de ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de transmettre, en fait. Et donc ça, c'est les choses qui m'encouragent, parce que oser vient avec la peur, en fait. Et donc pour canaliser ma peur, je me rappelle, j'ai des espèces de mantras comme ça. Oui, tu n'as qu'une seule vie. Et puis voilà, ose. Et puis only had one job. Si tu vas à gauche, tu vas être critiqué. Si tu vas à droite, tu vas être critiqué. Donc autant que tu fasses ce que tu as envie de faire. Voilà. Be you, man. Merci Ganji. Est-ce que toi, tu avais une petite dernière question ? Tu vois, même moi, j'ai pas envie de terminer. Ma question, c'est quel est un de tes traumatismes qui s'est révélé donner naissance à une de tes meilleures qualités? Bim, drop the mic. Allez, vraiment. Il a fait le mouvement, les amis. Courage. C'est une super belle question. Mon Dieu, tu devrais prendre ma place. Non, je suis pas prêt. J'ai fait un épisode, un podcast comme ça pour oser. Ouais. Et je le disais en entrée du podcast, je suis pas sûr qu'il y aura un deuxième épisode. Parce que moi, il y a ce truc, j'ai envie de le faire, ok, je le fais. Et puis ensuite, on verra ce que ça donne. Mais donc, retour à cette belle toi, question, cher Robin. Donc, du coup, quel des traumatismes qui s'est avéré donner naissance à une de tes meilleures qualités. À une de mes meilleures qualités. Turning tragedy to triumph. Ouais. Voilà. Alors, par où commencer ? Prends ton temps, on a le montage pour faire passer.
Le gars qui se met à l'aise. Non, qui se met à l'aise dans ça. Je suis l'invité, maintenant prends ton temps. C'est vrai que c'est Diego, mon ingé son, qui en plus apprécie grandement. Il est là en mode genre, ok, super, on aura tout ça. Merci Aubin. Non, il valide. Tu sais quoi, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs arcs ou plusieurs angles par lesquels je pourrais commencer. Mais je pense que c'est un mix entre la façon dont j'ai grandi dans ma quête de reconnaissance, tu vois, dans la quête d'être aimé et affectionné par une personne en particulier. Tu tairas le nom ou le... Non, je peux le dire aussi. Je pense que c'est marquant, mais dans ma relation avec ma daronne, on va dire. D'accord. Je pense que c'est ce qui fait beaucoup. On a une relation très particulière. Okay. C'est pour ça que Joua me touche davantage avec le personnage. Rappelle-moi le blaze de Amani. Amani, oui. Et c'est cet amour-haine, en fait. C'est je ne peux pas exister, ou du moins me sentir estimé sans ton regard. Et donc, je vais faire beaucoup pour pouvoir l'attirer. Et c'est en même temps le côté... si je suis trop sous ton emprise, j'ai besoin de ma liberté. J'ai besoin de ne pas me sentir prisonnier. Alors, on dira que ça, c'est le trauma, sans entrer trop dans les détails. Et donc, qu'est-ce qui a donné lieu à la beauté dans cette blessure? Ce serait cette façon où je pense que je peux être très motivé et me donner corps et âme à soutenir quelqu'un, à aider quelqu'un, à m'accomplir aussi, et à me donner toutes les chances pour pouvoir m'accomplir. Et que j'apprends de plus en plus à avoir l'indulgence et la tolérance de pouvoir me dire, ok, même si tu rentres un peu dans ce cercle, cette bulle, tu ne seras pas prisonnier. Et t'inquiète, l'amour va être vrai aussi, tu vois. L'affection va être là. Et en plus, tu pourras partir pour réaliser tous tes rêves, tu vois. T'as pas besoin de troquer les deux. Ouais. Ton besoin de sécurité par rapport à ton besoin de liberté, tu vois. Et parce que, tu vois, tu peux tellement accomplir dans ton besoin de liberté et te dire, je suis, tu vois, une sorte d'épicurien qui va vivre de nouvelles aventures tout le temps, et en même temps te sentir comme un petit enfant et dire, mais j'ai quand même besoin de sécurité par moment. Et cette dualité qui s'anime en toi, tu vois, elle peut être très nocive. Et avoir un bout des deux... Trouver l'équilibre. Tu vois. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai entrepris ces études de psy. C'est peut-être pour ça que j'ai fait beaucoup de théâtre durant mon adolescence. Parce que je pense que dans l'art... ça se rejoint énormément, hein, l'art et la psycho. Hein. Tu m'en diras des nouvelles avec ce beau... tous tes écrits et toutes tes réalisations, tes belles réalisations, mais... L'étude du comportement humain, c'est aussi et avant tout l'étude de soi. C'est vrai, exact. C'est ce qui me passionne le plus. Je crois une des phrases que je disais dans mes mantras, parfois sur mon frigo, il y a des phrases. Je crois une des premières phrases qui m'a marqué, c'était le « connais-toi toi-même ». Ouais. Et puis voilà, je me dis au fur et à mesure, au fil des années, c'est avoir des outils qui font que j'apprends à me connaître, et mes faiblesses et mes forces. Et puis, trouver cet équilibre, tout en continuant à avancer. Je ne sais plus qui disait, pour le vélo, il faut que tu avances, sinon tu tombes. Ouais, sinon tu tombes. Et voilà, je vais m'arrêter sur ce, parce que ça fait un petit temps qu'on discute. Les amis, si vous n'en avez pas eu assez avec les À ceux qui osent, je vous invite à aller checker tous les à peu près sérieux qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Aubin et Zaguira. D'aller checker le travail de Ganji, que ça soit prochainement son court... long métrage, mon frère, tu déconnes. Long métrage, Joua, avec Babetida Sajo, avec Edson Hannibal et bien d'autres personnes talentueuses. Batista, Claudio Dos Santos.
Francisco, Ivan Luzemo, Senso, je peux te les citer, Benjamin Boutboul, il y a une longue liste. Est-ce que tu as un site internet, une page Insta qu'on peut vite... Alors, en tapant Ngenji LAEH sur Instagram, ou alors peut-être le plus simple, c'est aller sur le site www.ngenji.be. C'est mon site à la base photo, mais de là, il y a des liens vers Instagram, Twitter, Facebook. Voilà. Merci à toi, Genji. Avec plaisir. Merci à toi. C'était vraiment très agréable. Merci à toi. J'ai adoré ces derniers épisodes. C'était court pour moi quand même, mais... T'inquiète, nous on a une suite. Là, ça c'est pour nos auditeurs. Et déjà, ça c'était long, mais nous, on a une suite. Mais merci à toi. Merci à tous, et puis à la saison prochaine, finalement. Yes. Ciao. Ciao. It's a wrap. Voilà. Yeah.